Lorsque Camille Dubois ouvrit le coffre poussiéreux dans le grenier du manoir, elle découvrit un journal en cuir usé. La date sur la première page la fit reculer. 1750. 275 ans. Elle lut les premières lignes, les mains tremblantes. « Je m'appelle Isabelle de Montaigne, comtesse de ce château, et ceci est l'histoire de ma mort, par amour, et de la promesse que mon âme fera, à chaque vie. » Camille tourna la page et se figea, car là se trouvait la description exacte d'elle-même. Cheveux châtains longs jusqu'à la taille, yeux couleur miel, une petite cicatrice sur le sourcil gauche, et sur la page suivante, la description de l'homme qui l'avait embauchée 2 semaines auparavant. Si vous pensez que les âmes sœurs ne sont qu'un conte de fées, cette histoire va changer votre façon de voir le monde, parce que parfois, l'amour ne meurt pas. Il attend simplement. Laissez-moi vous raconter. Et comment une femme de ménage de 28 ans découvrit qu'elle avait déjà aimé l'homme le plus riche de Paris, il y a 275 ans, et qu'ils étaient tous deux morts par cet amour. Et comment un vieux journal prouva l'impossible. Tout commença 3 semaines plus tôt, un lundi pluvieux d'octobre, à Paris. Camille était à son 3e emploi de la journée, nettoyant des bureaux, à 10 heures du soir. Elle gagnait à peine de quoi payer les médicaments de sa mère malade et la nourriture de sa fille de 5 ans, veuve depuis 2 ans, 3 emplois, 12 heures par jour, survivant. Cette nuit-là, elle reçut un appel, un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Mademoiselle Dubois, je suis l'assistant de Monsieur Antoine de Valois. Nous recherchons une femme de ménage pour le nettoyage approfondi d'un manoir historique. Les références de votre chef d'équipe disent que vous êtes exceptionnel avec les antiquités. Cela vous intéresse ?» Camille faillit raccrocher. Antoine de Valois, le milliardaire qui possédait 12 hôtels de charme dans toute l'Europe, si loin de sa réalité que cela semblait venir d'une autre planète. Mais alors, elle se souvint de la facture de l'hôpital, des médicaments dont sa mère avait besoin, des chaussures neuves que Sophie, sa fille, demandait depuis des mois. « Combien payez-vous » ? « Le double de ce que vous gagnez maintenant, pour 1 mois de travail. » Camille ferma les yeux. « Dieu, si c'est un signe, j'accepte. » 2 jours plus tard, Camille se trouvait devant le château des Comtes, un manoir de 1750, qu'Antoine de Valois venait d'acheter pour 20 millions d'euros, afin de le transformer en son hôtel de charme le plus exclusif. Le manoir était imposant. 3 étages, façade baroque. Des jardins qui semblaient sortis d'un tableau du XVIIIe siècle. Mais quand Camille franchit la porte principale, quelque chose d'étrange se produisit. Un frisson lui parcourut le dos, comme si chaque cellule de son corps reconnaissait cet endroit. « Je suis déjà venu ici. » La pensée arriva sans invitation. Absurde. Camille n'avait jamais mis les pieds dans ce quartier de Paris. Mais la sensation ne disparut pas. Elle fut reçue par Antoine de Valois en personne. 38 ans, costume sombre à 5 000 euros, cheveux noirs parfaitement coiffés, yeux profonds qui voyaient à travers les gens, aura de pouvoir absolu. « Mademoiselle Dubois, merci d'être venue. » Camille acquiesça, essayant de ne pas se sentir petite, mais c'était impossible. Il était tout ce qu'elle n'était pas, riche, puissant, du genre d'homme qui apparaissait en couverture de magazine. Et elle était personne. Antoine lui expliqua le travail. Nettoyage en profondeur de tout le manoir, en commençant par le grenier qui était scellé depuis des décennies. Cataloguer les objets anciens, qui pourraient avoir une valeur historique. Camille écoutait, mais il se passait quelque chose d'autre. Chaque fois qu'Antoine la regardait, quelque chose dans sa poitrine se serrait, comme une reconnaissance, que son esprit rejetait, mais que son corps criait. « Tu ne le connais pas, tu viens de le rencontrer, arrête d'être ridicule. » Mais alors, Antoine tendit la main pour sceller l'accord, et quand leurs doigts se touchèrent, Camille sentit une décharge électrique qui la fit reculer. Antoine la sentit aussi, elle le vit dans ses yeux. « Excusez-moi, » dit-il, retirant sa main rapidement, « de l'électricité statique. » « Oui, » murmura Camille, «
Ça doit être ça. Mais ils savaient tous les deux que ce n'était pas ça. Parce que dans cette seconde de contact, Camille vit quelque chose, une image floue, un éclair, quelqu'un peignant, des mains tachées de peinture à l'huile, et une voix masculine chuchotant « Tu es la chose la plus belle que j'ai jamais vue ». Camille cligna des yeux. La vision disparut. Qu'est-ce que c'était que ça? « Vous vous sentez bien ?» demanda Antoine. Elle nota quelque chose dans sa voix, de l'inquiétude, mais aussi de la peur. « Je vais bien, juste de la fatigue, un mensonge. » Mais elle n'allait pas dire à son nouveau patron milliardaire qu'elle venait d'avoir une vision du XVIIIe siècle en le touchant. Si vous avez déjà eu l'impression de connaître quelqu'un que vous venez de rencontrer, vous savez de quoi je parle. Cette sensation inexplicable, comme si votre âme se souvenait de quelque chose que votre esprit a oublié. Camille l'a senti, avec chaque fibre de son être, et elle n'avait aucune idée de pourquoi. Les premiers jours furent étranges. Camille travaillait en silence, nettoyant pièce après pièce, mais elle ne pouvait se débarrasser de cette sensation de familiarité. Ce manoir, elle le connaissait. Elle savait que dans la 3e chambre du 2e étage, il y avait une fenêtre qui donnait sur la roseraie. Avant d'entrer, elle savait que le sol en marbre du salon principal avait une fissure en forme d'éclair, et c'était le cas. Elle savait que dans le sous-sol, il y avait une cave à vin avec une porte en chêne sculptée, et quand elle descendit, elle était là. Comment savait-elle ces choses? Camille essaya de rationaliser. Peut-être avait-elle vu des photos du manoir sur Internet. Peut-être que son esprit créait de faux souvenirs, mais elle savait que c'était un mensonge. Et Antoine, lui aussi, agissait étrangement. Parfois, Camille le surprenait à la regarder, comme s'il essayait de résoudre un puzzle, et quand elle le prenait sur le fait, il détournait le regard, rapidement. Un jour, alors que Camille nettoyait la bibliothèque, Antoine entra avec une boîte de documents anciens. « Excusez-moi, je ne veux pas vous déranger. J'ai juste besoin d'archiver quelques papiers historiques. » Camille acquiesça. Elle continua à nettoyer les étagères, mais elle sentait ses yeux sur elle. « Je peux vous demander quelque chose ?» dit Antoine. Soudain, Camille se retourna. « Bien sûr. » Il hésita, comme si la question était absurde, mais qu'il ne pouvait la retenir. « Êtes-vous déjà venu dans ce manoir, auparavant ?» Camille sentit un nœud dans sa gorge. « Non, jamais. » « Pourquoi ?» Antoine secoua la tête. « Rien. C'est juste, j'ai l'étrange sensation que... Oubliez ça. Pardonnez-moi. » Et il sortit de la bibliothèque, laissant Camille, le cœur battant la chamade, parce qu'elle avait la même sensation. C'est lors de sa 2e semaine qu'Antoine lui demanda de commencer par le grenier. Personne n'y est monté depuis des décennies, selon les registres. La dernière fois qu'il a été ouvert, c'était en 1950. J'ai besoin que vous cataloguiez tout ce que vous trouverez, tout objet de valeur historique. Camille monta les escaliers escarpés. La porte du grenier était scellée, avec un cadenas rouillé. Antoine le coupa avec des pinces. Quand elle s'ouvrit, un nuage de poussière les fit tousser. « Faites attention », avertit Antoine. « Le plancher est peut-être fragile. » Ils entrèrent ensemble, et ce fut comme entrer dans une capsule temporelle. Des meubles recouverts de draps blancs jaunâtres, des tableaux empilés contre le mur, des caisses en bois, des coffres anciens, et au fond, près d'une fenêtre brisée, un coffre en cuir avec des gravures dorées, élégant. Mystérieux, Camille s'approcha, sans savoir pourquoi. Ses mains tremblaient légèrement. « Celui-là, il faut que j'ouvre celui-là. Absolument. » Antoine fronça les sourcils. Pourquoi celui-là en particulier? Pourquoi cette obsession soudaine? Camille n'avait pas de réponse, juste, elle en avait besoin. C'était un impératif. Ils ouvrirent le coffre. À l'intérieur, il y avait des tissus abîmés, une robe ancienne, rongée par les mites, et au fond, enveloppé dans de la soie rouge, un journal en cuir, un journal intime. Camille le sortit avec précaution. Le cuir était usé, mais intact. Sur la couverture, gravé en lettres dorées presque effacées, Isabelle de Montaigne, 1750.
Une autre époque. Un journal datant d'il y a 275 ans. Un véritable trésor. Antoine le regarda avec des yeux de collectionneur. C'est incroyable. Ça peut avoir une valeur historique immense, inestimable. Je peux le lire? Demanda Camille. Les mots sortirent tout seuls. Comme une prière, Antoine acquiesça, avec précaution. C'est fragile, très fragile. Il faut faire attention. Camille ouvrit la première page. L'encre brune était estompée, mais lisible, une calligraphie du XVIIIe siècle. Belle et élégante, recherchée, et elle lut à voix haute, avec un trémolo dans la voix. Mon nom est Isabelle de Montaigne, comtesse de ce château. J'ai 25 ans. Et voici l'histoire de comment je suis morte par amour, et de la promesse que mon âme fera dans chaque vie. Si la réincarnation existe, comme le disent les mystiques, je jure que mon âme reconnaîtra Antoine, dans n'importe quelle époque, dans n'importe quel corps, parce que ce que nous avons vécu transcende le temps. C'est écrit, c'est gravé. Camille sentit un frisson. Antoine était immobile, pétrifié. « Qui est Antoine ?» demanda-t-il à voix basse. Avec un serrement au cœur, Camille tourna la page et commença à lire l'entrée suivante. 15 mars 1750. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme qui changera ma vie pour toujours. Il s'appelle Antoine de Valois. Il est peintre. Mon père l'a engagé pour faire mon portrait officiel avant mon mariage avec le duc de Richelieu. Quand il est entré dans le salon ce matin, avec ses mains tachées de peinture et son regard humble, quelque chose à l'intérieur de moi s'est réveillé. Comme un coup de foudre, comme si mon âme l'attendait. Le destin. Camille continua, sa voix tremblait sans savoir pourquoi. Les mots prenaient vie. Antoine est différent de tous les hommes que je connais. Il ne parle pas d'argent ou de pouvoir. Il parle de lumière, d'ombre, de comment capturer la vérité sur une toile. Il a 28 ans, des cheveux noirs, des mains fortes, mais délicates, et une petite cicatrice sur le menton qui me donne envie de la toucher, une envie irrésistible. Antoine se toucha le menton inconsciemment, là où il avait une petite cicatrice, d'une chute d'enfance, un souvenir lointain. Camille ne le remarqua pas, elle continuait à lire, en apnée. Mais il y a autre chose, quelque chose qui m'atterre et m'excite à la fois. Antoine a une marque de naissance sur son poignet gauche, en forme de croissant de lune, exactement la même que la mienne. Un signe, un symbole. Camille arrêta de lire. Elle regarda son propre poignet gauche, là où elle avait un grain de beauté en forme de croissant de lune qu'elle a toujours pensé être bizarre, insignifiant. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre. Un tambour. Antoine était pâle, livide. « Je peux voir son poignet ?» demanda Camille sans réfléchir, de manière presque inconsciente. « Quoi ?» balbutia Antoine. « Son poignet gauche ? S'il vous plaît ?» insista-t-elle. Antoine recula. « Je ne comprends pas ce qui se passe. S'il vous plaît ?» répéta-t-elle. Quelque chose dans la voix de Camille le fit obéir. Il enleva la montre en or qui couvrait toujours son poignet gauche. Une habitude, une armure. Et là, c'était là, un grain de beauté, en forme de croissant de lune. Exactement, au même endroit que celui de Camille. Identique, le même qu'Isabelle décrivait chez Antoine. Il y a 275 ans, un écho du passé. Camille et Antoine se regardèrent. L'air entre eux vibra avec quelque chose d'impossible à expliquer. Une évidence, un mystère. Et c'est à ce moment-là, avec le journal ancien entre eux, que Camille comprit pourquoi elle s'était sentie si connectée à ce manoir, à ce château. Pourquoi Antoine lui semblait si familier, si proche. Pourquoi le premier contact avait déclenché des visions, des flashs. Mais son esprit rationnel criait que c'était une coïncidence, de la folie, un délire, jusqu'à ce qu'elle tourne la page suivante du journal et lise quelque chose qui la fit tomber à genoux, qui la frappa de plein fouet. Antoine m'a peinte aujourd'hui, pendant des heures, et pendant qu'il le faisait, il m'a dit « Tu as des cheveux châtains qui tombent comme de la soie jusqu'à ta taille, des yeux couleur miel qui changent avec la lumière, et une petite cicatrice sur ton sourcil gauche.
de quand tu es tombée d'un cheval petite. Tu es la femme la plus belle que j'ai jamais vue. Et j'ai l'impression que mon âme te connaît depuis avant le temps. » Les mots d'un amoureux. Camille lâcha le journal. Elle toucha la cicatrice sur son sourcil gauche. La cicatrice qu'elle avait depuis l'âge de 6 ans. Quand elle est tombée d'un vélo, une marque indélébile. Le même endroit, la même marque. Un signe indubitable. Antoine ramassa le journal, lut à voix haute, tremblant. Isabelle avait les cheveux longs châtains, des yeux miel, une cicatrice au sourcil gauche. Atterré, il regarda Camille, qui avait exactement cette description. « Parfaitement, ce n'est pas possible », murmura-t-il, incrédule. Camille ne pouvait pas parler, parce que dans son esprit, des pièces impossibles commençaient à s'emboîter. Les évidences s'accumulaient, le journal continuait, page après page. L'histoire d'amour entre Isabelle, la comtesse riche, et Antoine, le peintre pauvre, une histoire d'amour interdite. Comment ils tombèrent amoureux pendant 6 mois de séances de peinture, secrètement. Comment Isabelle était promise à un autre, un mariage arrangé, un sacrifice. Comment ils décidèrent de s'enfuir, la nuit avant le mariage, la nuit de tous les dangers. Et comment tout se termina en tragédie, un dénouement fatal. Si cette histoire vous touche au plus profond de vous-même, si vous sentez des frissons, laissez-moi un super thanks, parce que ce qui va suivre va vous donner la chair de poule. Et j'ai besoin que ces histoires touchent plus de gens. Des gens qui comprennent qu'il y a des connexions que la science ne peut pas expliquer. Des liens inséparables. Camille tournait les pages. Elle ne pouvait pas s'arrêter. C'était comme lire sa propre histoire. Mais écrite il y a presque 3 siècles. Un miracle. 3 juin 1750. Aujourd'hui, Antoine m'a embrassé. Dans ce même grenier, pendant qu'il m'apprenait à mélanger les peintures, ses lèvres avaient le goût de la promesse, de l'éternité. Je lui ai dit que j'avais peur. Mon mariage est dans 3 mois. Et il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. S'il existe une autre vie après celle-ci, je te chercherai. Dans chaque époque, dans chaque corps. Mon âme reconnaîtra la tienne, toujours. Un pacte. Camille ferma le journal. Les larmes coulaient sur son visage sans permission, incontrôlablement. Pourquoi est-ce que je pleure? Je ne connais pas ces gens. C'est absurde. Mais si, elle connaissait. D'une manière impossible, elle connaissait cette histoire. Elle la sentait dans son âme, imprégnée en elle. Antoine aussi était affecté, bouleversé. Il s'était assis sur le sol poussiéreux, la tête entre les mains, perdu. C'est de la folie, des coïncidences, rien de plus. Un hasard. Mais sa voix ne sonnait pas convaincue, douteuse. Camille rouvrit le journal, chercha la dernière entrée. Ses mains tremblaient, incontrôlablement. 18 septembre 1752. Il y a 3 jours. Antoine est mort. Ils l'ont tué en me défendant pendant que nous fuyions. Une balle dans la poitrine. Il est mort dans mes bras. Ses dernières paroles ont été « Je reviendrai pour toi. Je te le jure sur mon âme. Je l'attendrai. Dans cette vie et dans toutes celles qui viendront. Mon âme le reconnaîtra. Même s'il a un autre nom, un autre visage, une autre vie. Parce que l'amour véritable ne meurt pas. Il attend juste son moment. Si quelqu'un lit ceci un jour, il saura que les âmes sœurs existent et qu'Antoine et moi le prouverons. Dans chaque vie, pour toujours, un amour éternel. » Le silence qui suivit fut absolu. Un silence de cathédrale. Camille et Antoine se regardèrent. 2 étrangers, ou presque, de mondes complètement opposés. Elle, Camille Dubois, femme de ménage pauvre, veuve, avec une fille et une mère malade. Lui, Antoine de Valois, millionnaire, veuf également, avec un empire et le pouvoir, mais dans ce grenier, avec un journal de 1750 entre eux, quelque chose de plus grand que la raison s'est réveillée. Antoine se leva, sa voix était râpeuse. « J'ai besoin d'air !» Et il quitta le grenier, laissant Camille seule. Elle regarda le journal, regarda son poignet avec la marque de lune et murmura dans le vide. « Isabelle,
Si tu es là, si c'est réel, donne-moi un signe. Le vent feuilleta les pages du journal. Il s'ouvrit à une page spécifique. Camille lut, et son monde s'arrêta. Louis a un défaut que j'aime. Quand il réfléchit profondément, il touche sa cicatrice au menton. Il a aussi des yeux qui semblent de voir l'âme et des mains qui tremblent quand il me touche, comme s'il avait peur de me briser. Mais ce que j'aime le plus, c'est sa voix. Quand il me dit qu'il m'aime, sa voix se brise, comme si les mots étaient trop grands pour les contenir. Camille se souvint de ce premier jour. Quand Antoine l'avait reçu, il avait touché sa cicatrice au menton, en expliquant le travail. Ses mains avaient tremblé quand il s'était serré la main, et sa voix avait sonné râpeuse, comme si les mots étaient difficiles, exactement comme Isabelle décrivait Louis. Camille ferma le journal, le rangea dans le coffre, et descendit du grenier avec une certitude qui l'atterrait. Soit elle était complètement folle, soit elle venait de découvrir qu'elle avait déjà aimé Antoine de Valois il y a 275 ans, et qu'ils étaient morts, tous les deux, à cause de cet amour. Les jours suivants furent une guerre entre raison et folie. Antoine évitait Camille quand il avait besoin de lui parler. Il envoyait des messages par son assistante. Ils ne croisaient pas leurs regards, ne s'approchaient pas. Camille comprenait pourquoi, parce qu'elle avait peur. Elle aussi. Ça ne peut pas être réel. Les âmes sœurs n'existent pas. La réincarnation est un conte, des coïncidences, seulement des coïncidences. Mais la nuit, quand elle essayait de dormir, Camille rêvait. Elle rêvait de robes du XVIIIe siècle, de salons remplis de tableaux, de mains tachées de peinture touchant son visage, et elle entendait une voix, Louis, disant « Je t'aime ». Dans chaque vie, elle se réveillait en pleurant, sans comprendre pourquoi. Une semaine après la découverte du journal, Antoine l'appela à son bureau. Camille descendit, le cœur battant dans sa gorge. C'était la première fois qu'il parlait. Depuis le grenier, Antoine était debout, près de la fenêtre, regardant le jardin. Il ne se retourna pas quand elle entra. « Asseyez-vous, s'il vous plaît ». Camille s'assit, attendit. Antoine finit par se retourner. Il avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. J'ai engagé un historien, le docteur Armand Vacheron, spécialiste du XVIIIe siècle français. Je lui ai montré le journal. Camille se tendit. Et qu'a-t-il dit? Antoine sortit un dossier de son bureau, le posa devant elle. Il dit qu'il est authentique. 1750, encre d'époque, papier correct, calligraphie vérifiée avec des documents de la famille de Montaigne de cette période. Alors, le journal est réel? Oui, et il y a plus... Antoine sortit des photos du dossier, des copies de documents historiques. Isabelle de Montaigne a réellement existé, née en 1725, fille du comte de Paris. Elle allait épouser le duc de Toulouse en septembre 1752, mais elle a disparu la veille du mariage. On a retrouvé son corps 3 jours plus tard, morte de ce que les registres appellent fièvre du cœur, ce qu'on appellerait aujourd'hui une crise cardiaque. Elle avait 25 ans. Camille sentit une boule dans sa gorge. Et Louis? Antoine sortit un autre document. Louis Vignon, peintre. Les registres disent qu'il a été engagé pour peindre le portrait de la comtesse en mars 1750. Mort le 15 septembre 1752. Balle dans la poitrine. Les registres disent que c'était un voleur. Mais le journal dit autre chose, termina Camille. Oui, un silence tendu emplit le bureau. Ça ne prouve rien, dit Antoine finalement. Ce sont juste des faits historiques. Ça coïncide avec le journal. Oui, mais ça ne prouve pas que toi et moi... Camille l'interrompit, montra son poignet gauche. La marque de lune, montrez-moi le vôtre. Antoine recula. Je ne vois pas comment ça. S'il vous plaît. Il soupira, retira sa montre, montra son poignet. Les marques étaient identiques, même endroit, même forme, lune croissante, parfaite. Coïncidence, murmura Antoine. Et la cicatrice sur mon sourcil. Camille se montra. Le journal l'a décrit. Exact. Beaucoup de gens ont des cicatrices. Et mes cheveux, et mes yeux, et ta cicatrice au menton, Antoine,
Il y a trop de coïncidences. Antoine passa sa main dans ses cheveux, frustré, apeuré. Je ne crois pas à la réincarnation. Je ne crois pas aux âmes sœurs. Je suis un homme d'affaires, de faits, de science. Mais sa voix tremblait. Camille se leva, s'approcha de lui. Pour la première fois, elle osa le regarder droit dans les yeux. Alors, explique-moi pourquoi. Quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai eu l'impression de te connaître. Explique pourquoi ce manoir me semble familier. Explique pourquoi, quand tu as touché ma main, j'ai vu des visions. Explique les marques, les rêves, tout. Antoine la regardait, et Camille vit quelque chose dans ses yeux qui la fit retenir son souffle, de la peur, mais aussi de la reconnaissance. « Tu le sens aussi », murmura-t-elle. « Vrai. » Antoine ferma les yeux. Quand il les rouvrit, ils étaient humides. « Je ne veux pas le sentir. » Pourquoi? Parce que si c'est réel, ça veut dire que je t'ai déjà perdu une fois, et je ne supporte pas l'idée de te perdre de nouveau. Les mots sortirent brisés, vulnérables, tellement différents du millionnaire froid que Camille avait connu. Et c'est à ce moment-là que Camille comprit quelque chose. Antoine ne niait pas la connexion, parce qu'il ne la ressentait pas. Il la niait, parce qu'elle l'atterrait, parce que 3 ans plus tôt, il avait perdu sa femme dans un accident de voiture, et cette douleur l'avait presque détruit. Et maintenant, d'une manière impossible, il ressentait quelque chose pour Camille qu'il ne pouvait pas expliquer. Et il avait peur d'aimer à nouveau, de perdre à nouveau. « Tu ne vas pas me perdre », dit Camille doucement. Antoine secoua la tête. C'est ce que Louis pensait, et il est mort en défendant Isabelle. Nous sommes en 2025, pas en 1752. Le temps ne change pas le destin. Camille prit les mains d'Antoine. Il ne résista pas. Et quand ils se touchèrent, ils ressentirent tous les deux la même décharge électrique que le premier jour. Mais cette fois, ils ne se lâchèrent pas. « Antoine », murmura Camille, « regarde-moi ». Il la regarda, et dans ses yeux, Camille vit des siècles, des vies, des promesses. « Je n'ai pas toutes les réponses », dit-elle. « Je ne sais pas si la réincarnation est réelle ou si nous sommes Isabelle et Louis, mais je sais que, quand je suis près de toi, j'ai l'impression d'être revenu à la maison. Et ça ne peut pas être une coïncidence. » Antoine ferma les yeux. Une larme roula sur sa joue. « Je le sens aussi. Et ça me terrifie. » Camille serra ses mains. « Alors soyons courageux, ensemble. Et maintenant, laisse-moi te poser une question. Que ferais-tu? Si tu découvrais que tu as déjà aimé quelqu'un, il y a des siècles, accepterais-tu la vérité ou te cacherais-tu dans le déni? » Commenter. Parce que cette histoire est sur le point de devenir plus intense. Et j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seul là-dedans. Cette nuit-là, Camille emporta le journal chez elle. Elle savait qu'elle ne devait pas. C'était un objet historique précieux. Mais elle avait besoin de le lire en entier. Elle avait besoin de comprendre ce qui s'était passé il y a 275 ans. Sa fille, Chloé, 5 ans, dormait. Sa mère aussi. Camille s'assit à la petite table de la cuisine sous une lumière faible. Et elle commença à lire. Depuis le début, le journal était l'histoire d'amour la plus belle et tragique qu'elle ait jamais lue. Isabelle écrivait sur chaque rencontre avec Antoine. Comment, au début, elle le voyait seulement comme le peintre engagé. Comment, lentement, elle commença à attendre les séances de portrait. Comment Antoine lui apprit à voir le monde différemment. 8 avril 1750. Aujourd'hui, Antoine m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il peignait mes mains, et il a dit « Les mains racontent plus que les visages. Ces mains, Isabelle, parlent de bonté, de force cachée, de quelqu'un qui a souffert, mais a choisi d'aimer malgré tout. » Il m'a fait pleurer, parce que personne ne m'avait jamais vraiment vu avant, jusqu'à lui. Camille toucha ses propres mains, marquées par le travail, par laver des carreaux, par nettoyer des bureaux, et elle sentit comme si Isabelle lui parlait à travers le temps. Elle continua à lire. 20 mai 1750. Aujourd'hui, Antoine m'a embrassé. C'était dans le grenier. Il m'apprenait à mélanger les peintures.
bleu de Prusse avec blanc de plomb, pour faire la couleur du ciel. Nos mains se sont touchées, et quand je l'ai regardé, j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui m'a coupé le souffle. L'amour. Un amour qui ne demandait rien, qui ne mesurait pas les classes sociales, qui seulement était... Il m'a embrassé comme si j'étais la chose la plus sacrée au monde. Et j'ai répondu à son baiser, parce que mon âme savait ce que mon esprit refusait d'accepter. Il est mon âme sœur, dans cette vie et dans toutes les autres. Camille ferma le journal. Elle avait besoin de digérer, parce que ces mots, elle les sentait comme siens, cette sensation qu'Antoine était son âme sœur, absurde. Elle ne le connaissait que depuis des semaines, mais son âme insistait. « Tu le connais depuis avant le temps. » Camille rouvrit le journal. Elle chercha les dernières entrées. 10 septembre 1752. Le mariage est dans 5 jours, avec le comte de quelque chose. Un homme que je n'aime pas, qui m'a acheté comme si j'étais sa propriété. Antoine m'a demandé de fuir avec lui. Il dit que nous pouvons aller en Suisse, recommencer à zéro, loin des titres et des obligations. J'ai peur, mais j'ai plus peur de vivre une vie sans lui. C'est décidé. Nous fuirons la nuit avant le mariage. 15 septembre 1752. Aujourd'hui est le jour. Ce soir, Antoine viendra me chercher. Je laisserai tout, titre, richesse, famille, parce que j'ai appris quelque chose. L'amour vaut plus que l'or, et Antoine est mon âme. Quoi qu'il arrive, je ne regretterai pas, parce qu'une vie sans amour n'est pas une vie, c'est seulement de l'existence. Camille sentit un nœud dans sa gorge, parce qu'elle savait comment ça finissait. Elle tourna à la dernière page. L'écriture était tremblante, tachée avec ce qui ressemblait à des larmes séchées. 18 septembre 1752. Antoine est mort il y a 3 jours. Ils l'ont tué. Une balle, me défendant des gardes que mon père a envoyés. Il est mort dans mes bras. Sa dernière promesse. Je reviendrai pour toi, je te le jure sur mon âme. Je lui ai promis, je t'attendrai, dans cette vie et dans toutes celles qui viendront. Maintenant je vais mourir aussi, pas d'une balle, mais d'un cœur brisé. Mais avant de partir, j'écris ceci. S'il existe la réincarnation, Antoine, cherche-moi et je te reconnaîtrai, même si tu as un autre nom, un autre visage, une autre vie. Parce que mon âme connaît la tienne, et l'amour vrai ne meurt jamais. Il attend seulement son moment. Camille ferma le journal. Les larmes coulaient sur son visage, et elle murmura dans le vide. Je l'ai trouvée, Isabelle, 275 ans plus tard. Je l'ai trouvée. Le lendemain matin, Camille retourna au manoir. Antoine l'attendait à l'entrée. Il avait l'air comme elle, sans dormir, yeux rouges. Je l'ai lu, dit-il sans préambule. Le professeur Lemaire m'a envoyé des copies scannées du journal complet. Je l'ai lu toute la nuit. Camille acquiesça. Moi aussi. Alors tu sais, dit Antoine à voix basse. Tu sais comment ça s'est terminé? Oui. Antoine s'approcha. Pour la première fois, il laissa la distance entre eux disparaître. Camille, j'ai besoin de te dire quelque chose, et je sais que ça sonne comme de la folie. Mais depuis que je t'ai rencontré, j'ai eu des rêves vivides, d'une autre époque. Je te vois dans des robes anciennes, j'ai les mains tachées de peinture, et je te dis que tu es mon âme. Chaque putain de nuit. Camille ne fut pas surprise. Moi aussi, je rêve de ce manoir, mais en 1750, je rêve de toi, de mourir dans tes bras. Ils se regardèrent tous les deux, le poids de l'impossible entre eux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Demanda Antoine. Camille prit ses mains, et quand elles se touchèrent, la décharge électrique revint, mais cette fois, elle vint avec quelque chose de plus, une vision. Ils la virent tous les deux, au même moment. Ils étaient dans le grenier, mais c'était 1750. Il était Antoine, avec des vêtements de peintre. Elle était Isabelle, avec une robe de soie. Antoine l'embrassait, murmurait « Tu es mon éternité ». Isabelle répondait « Et toi la mienne ». Et alors la vision se dissolva. Ils revinrent en 2024. Antoine tremblait. « Tu l'as vu ?» Camille acquiesça, tous les deux, ensemble. Et c'est là qu'ils surent, sans aucun doute,
que ce n'était pas une coïncidence. C'était le destin accomplissant une promesse de 275 ans. Antoine appela le professeur Lemaire cet après-midi même. « J'ai besoin que vous veniez. Urgence !» Le professeur arriva 2 heures plus tard. Un homme de 65 ans, cheveux grisonnants, lunettes épaisses. Spécialiste de l'histoire française du XVIIIe siècle, Antoine lui montra tout. Le journal, les marques identiques, les documents historiques. Et il lui raconta quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé dire à voix haute. Les visions partagées. Le professeur Lemaire écouta en silence, examina le journal à la loupe, prit des photos, prit des notes. Finalement, il enleva ses lunettes et regarda Antoine et Camille. « Je passe 40 ans à étudier l'histoire. J'ai vu des milliers de documents, des centaines de coïncidences, mais ça, il soupira, c'est différent. » « Pourquoi ?» demanda Antoine. « Parce que tout coïncide, les dates, les noms, les descriptions physiques et ces marques. » Il montra leurs poignets, identiques, au même endroit que le journal décrit il y a 2 siècles. « Mais ça ne prouve pas la réincarnation, » dit Antoine. « Nous avons besoin de quelque chose de plus. » Le professeur Lemaire acquiesça. « C'est pour ça que j'ai apporté ça. » Il sortit un dossier de sa mallette. À l'intérieur, il y avait des photographies anciennes, des copies de registres de 1750. J'ai trouvé ça dans les archives du musée du Louvre, registre des œuvres d'Antoine de Valois. Il dit qu'il a peint le portrait officiel d'Isabelle de Montaigne en 1750. Mais le portrait n'a jamais été livré, parce qu'ils ont disparu avant le mariage. « Où est le portrait maintenant ?» demanda Camille. Le professeur sourit. « C'est la question. Selon les registres, Antoine a caché le portrait quelque part dans ce manoir. Il n'a jamais été retrouvé. Mais, il pointa le journal. Isabelle mentionne quelque chose dans une des entrées. « Quoi ?» dirent Antoine et Camille à l'unisson. Le professeur lut dans ses notes « 10 août 1750 ». Citation. « Antoine a terminé mon portrait aujourd'hui. Il est magnifique. Mais il dit qu'il ne le remettra pas. Il dit qu'il le cachera. Derrière le faux mur du grand salon, là où seulement lui et moi savons, afin que personne d'autre ne me voie comme il me voit, seulement nous. » Camille sentit un frisson. Grand salon. Antoine était déjà debout. « Allons-y !» Les 3 se dirigèrent vers le grand salon. Un espace immense, au haut plafond. Les murs étaient recouverts de boiseries sculptées du XVIIIe siècle. « Où ?» demanda Antoine. Camille ferma les yeux. Elle ne savait pas pourquoi, mais soudain, elle le savait. Là, elle désigna une section du mur, à côté de la cheminée. Antoine fronça les sourcils. « Comment le sais-tu » Camille n'avait pas de réponse. Juste, elle le savait. Le professeur Vega examina le mur. Il toucha les panneaux. Et alors, il trouva quelque chose. Une petite irrégularité dans le bois. Ici, il y a un panneau lâche. Avec précaution, il le déplaça. Et derrière, il y avait un espace creux. Et à l'intérieur, enveloppé dans un tissu ancien, une toile. Antoine la sortit avec des mains tremblantes. Il retira le tissu avec soin. Et tous furent sans voix. C'était un portrait d'une femme d'environ 25 ans, vêtue d'une robe blanche d'époque, de longs cheveux châtains, des yeux couleur miel, une petite cicatrice sur le sourcil gauche. C'était Isabelle de Montaigne. Mais ce n'était pas seulement un portrait historique, c'était Camille, identique, chaque détail, chaque trait, comme si Antoine avait peint Camille, 275 ans avant sa naissance. Le professeur Vega examina la toile. Sa voix tremblait. C'est authentique. 1750. Signature d'Antoine de Valois. Et regardez ça. Il retourna la toile. Au dos, écrit à l'encre brune. Isabelle, mon âme éternelle, je t'aime dans chaque vie. Antoine, 15 septembre 1752. Le jour de la fuite. Le dernier jour où Antoine a vécu. Camille ne pouvait plus respirer, parce qu'elle voyait son propre visage, sur un tableau d'il y a près de 3 siècles, et dans le coin inférieur, peinte avec un détail minutieux,
2 mains entrelacées, chacune avec une marque de lune croissante sur le poignet gauche. « Ce n'est pas possible », murmura Antoine. Mais il voyait la preuve devant ses yeux. Le professeur Vega secoua la tête. « En tant que scientifique, je devrais vous dire que c'est une coïncidence. Mais en tant qu'historien qui voit l'inexplicable depuis 40 ans, je vous dis, c'est la réincarnation. » Camille toucha le portrait, et quand ses doigts effleurèrent la peinture, elle sentit quelque chose, une vague d'émotion, pas les siennes, d'une autre personne, d'Isabelle, amour, désespoir, espoir, promesse, et une voix dans son esprit, claire comme de l'eau. Merci d'être revenu, merci de l'avoir trouvé. Si vous avez mis cette vidéo en pause ici, je comprends, parce qu'il y a des histoires qui ne sont pas à regarder en arrière-plan, elles sont à sentir. Et si cela vous touche quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, laissez-moi un super thanks, pas pour moi, pour que ces histoires atteignent les bonnes personnes, celles qui ont besoin de savoir que le véritable amour ne meurt jamais. Il attend juste. Cette nuit-là, Camille ne pouvait pas dormir. Le portrait était maintenant dans le bureau d'Antoine, sous une lumière professionnelle, en cours d'analyse. Mais Camille n'avait plus besoin d'analyse. Elle connaissait la vérité. Elle était Isabelle, d'une manière impossible. Son âme était la même que celle de cette femme morte il y a près de 3 siècles. Et Antoine était Antoine. Et ils avaient fait une promesse qui transcendait le temps, la mort, des vies entières. À 3 heures du matin, son téléphone sonna. C'était Antoine. « Tu es réveillé ?»« Oui. »« Moi non plus, je n'arrive pas à dormir. Tu peux venir, au manoir. J'ai besoin de te voir. » Camille n'hésita pas. Elle appela une voisine pour qu'elle garde Lucie. Et elle y alla. Antoine l'attendait dans le grenier, là où tout avait commencé. Le journal était ouvert devant lui, avec des bougies allumées tout autour. Comme en 1750, Camille monta les escaliers. Et quand elle entra dans le grenier, elle eut l'impression que le temps se repliait. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle. Antoine la regarda. Ses yeux brillaient de larmes contenues. « J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir si c'est réel. »« Comment ?» Antoine lui tendit la main. « Touche le journal. Avec moi, en même temps. » Camille comprit. La dernière fois qu'ils avaient touché quelque chose ensemble, ils avaient eu une vision partagée. Peut-être que le journal montrerait plus. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle. « Non, mais j'ai besoin d'essayer. » Camille s'agenouilla devant lui, le journal entre eux deux. Antoine posa sa main sur la couverture. Camille posa la sienne dessus. Ils se regardèrent, respirèrent profondément et touchèrent le journal ensemble. La décharge fut immédiate, plus forte que jamais. Le grenier disparut et soudain, ils étaient en 1750. Camille se vit elle-même. Mais ce n'était pas Camille, c'était Isabelle, vêtue d'une robe blanche, les cheveux relevés avec des perles. Dans ce même grenier et devant elle, Antoine, vêtu d'habits de peintre, les mains tachées d'huile, les yeux remplis d'amour. Antoine l'embrassait, ses mains sur son visage. « Je t'aime, Isabelle, dans cette vie et dans toutes celles qui viendront, moi aussi, Antoine, mon âme est tienne, pour toujours. » Et alors, la vision changea. Ils virent la nuit de la fuite, 15 septembre 1752. Antoine arrivant au manoir, à minuit, avec 2 chevaux. Isabelle descendant par la fenêtre, avec seulement un petit sac, fuyant ensemble à travers les bois. Et puis, les gardes, envoyés par le père d'Isabelle. « Halte ! Au nom du comte !» Antoine protégeant Isabelle avec son corps. « Vous ne la toucherez pas !» Une balle, tirée par le capitaine de la garde. Antoine tombant, du sang sur sa poitrine. Isabelle criant, s'agenouillant à côté de lui. Antoine touchant son visage avec des mains tremblantes, la tachant de sang. « Je reviendrai, je te le jure, sur mon âme. Je te chercherai dans chaque vie, moi aussi. Je t'attendrai, même si cela prend 1000 ans. » Et Antoine, fermant les yeux, son dernier mot, « Isabelle ». La vision continua. 3 jours plus tard,
Isabelle dans sa chambre, écrivant dans le journal, pleurant, son cœur se brisant littéralement, un infarctus massif causé par une douleur émotionnelle, tombant sur le journal. Ces derniers mots écrits d'une main tremblante, « Antoine, je te rejoins. » Et alors, un éclair de lumière, les deux âmes se séparant des corps, se rencontrant dans l'éther, s'entrelaçant, une promesse sans mots, un serment cosmique. Nous nous retrouverons, et la vision se dissipa. Camille et Antoine revinrent au présent, haletants, pleurant, tremblant. Ils s'étaient vus mourir, il y a 275 ans. Ils avaient vu la promesse qu'ils avaient faite. Et ils avaient senti l'amour qui les avait unis, si fort qu'il avait traversé les siècles. Antoine était dévasté. Les larmes coulaient librement sur son visage. « Je t'ai vu mourir. Je t'ai vu mourir pour moi. » Camille le serra dans ses bras, pleurant aussi. « Et toi, tu es mort en me protégeant. » Ils s'accrochèrent l'un à l'autre, comme si se lâcher signifiait se perdre à nouveau. Et dans ce grenier, en 2025, deux âmes qui s'étaient cherchées à travers le temps se permirent finalement d'accepter la vérité. C'étaient Camille et Antoine. Ils étaient revenus. Ils avaient tenu leur promesse. Antoine rompit l'étreinte. Il regarda Camille droit dans les yeux. « Je ne veux pas refaire les mêmes erreurs. Je ne veux plus te perdre. » Camille lui caressa le visage. « Tu ne me perdras pas. Cette fois, nous allons bien faire les choses. » Comment peux-tu en être sûr? Parce que maintenant, nous savons ce qu'il ne faut pas faire. En 1752, nous avons fui et nous avons été tués. En 2025, nous ne fuirons pas. Nous affronterons cela, ensemble. Antoine acquiesça. Mais il y avait de la crainte dans ses yeux. Et si le destin se répète? Camille secoua la tête. Le destin nous a ramenés ensemble. Mais ce que nous ferons maintenant, c'est notre décision. Et je te choisis. Même si le monde entier dit que c'est impossible. Antoine l'embrassa. Et c'était comme si 273 ans s'effaçaient. Comme s'ils ne s'étaient jamais séparés. Comme si enfin, après des siècles, ils étaient chez eux. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Si tu n'as pas ressenti de frisson avec cette histoire, si tu n'as pas eu la gorge nouée, commente frisson. Parce que ce qui va suivre va boucler la boucle. Et prouver qu'il y a des amours qu'aucune mort ne peut effacer. Les jours suivants furent surréalistes. Le professeur Lemaire valida tout. Le portrait était authentique. Le journal était authentique. Les registres historiques concordaient. Il fit même quelque chose de plus. Il trouva un second portrait, inachevé, dans les archives du musée. C'était celui d'Antoine, peint par Camille, parce que le journal mentionnait qu'Antoine lui avait appris à peindre, et qu'elle avait essayé de faire son portrait. Et quand ils virent le portrait inachevé d'Antoine, Antoine resta sans voix, parce que c'était lui, exactement, même visage, mêmes yeux, même cicatrice au menton, comme si Camille avait peint Antoine, il y a presque 3 siècles. C'est, le professeur Lemaire enleva ses lunettes, ce qui se rapproche le plus d'un miracle auquel j'ai jamais assisté. Ce n'est pas un miracle, dit doucement Camille. C'est une promesse tenue. Mais il y avait encore quelque chose qui devait se passer. Une nuit, Camille était seule au manoir, à nettoyer le bureau. Antoine était sorti pour un dîner d'affaires, et Camille ressentit une urgence étrange, un besoin de peindre. Elle n'avait jamais peint de sa vie, jamais touché un pinceau, mais dans le bureau, il y avait du matériel d'art. Antoine était collectionneur. Camille ne savait pas ce qui la poussait, mais elle sortit une toile blanche, des pinceaux, de l'huile, et elle commença à peindre. Ses mains bougeaient toutes seules, comme si elles savaient quoi faire, comme si elles avaient leur propre mémoire. Elle peignit pendant 2 heures, sans penser, juste en sentant. Et quand elle eut terminé, elle recula, et elle resta bouche bée. Elle avait peint Antoine, parfaitement, avec une technique du XVIIIe siècle, avec des couleurs qu'elle ne savait pas qu'il existait, avec des ombres qu'elle n'avait jamais étudiées, comme si Isabelle peignait à travers elle. Antoine rentra à la maison 1 heure plus tard. Il trouva Camille assise par terre, regardant le tableau. « Quoi ?
commença-t-il à dire, et alors il vit le tableau. Il s'arrêta, pâle. C'est toi qui as peint ça. Camille acquiesça. Je ne sais pas comment, mais oui. Antoine s'approcha, examina le tableau. Sa voix se brisa. C'est exactement le style d'Antoine. Je l'ai vu dans des musées. Et toi, tu n'as jamais peint? Jamais. Alors, comment? Camille le regarda. Isabelle. Elle savait. Elle m'a enseigné à travers le temps. Antoine tomba à genoux et pleura. Il pleura pour tout, pour l'impossibilité, pour la vérité, pour l'amour qui transcenda la mort. Camille s'agenouilla à côté de lui, le prit dans ses bras et murmura « Je n'ai plus peur. »« Moi non plus, » répondit-il. « Plus maintenant ?» Mais il restait un doute, une dernière question que la raison criait. Antoine appela le professeur Lemaire le soir même. Il lui demanda quelque chose de définitif. « J'ai besoin que vous validiez le journal entièrement, datation au carbone, analyse de l'encre, authenticité du papier, registres historiques d'Isabelle de Montaigne et Antoine de Valois. Tout. » Le professeur accepta. Cela prit 2 semaines. 2 semaines où Camille et Antoine vécurent dans des limbes étranges, entre le présent et 1750, entre la raison et l'amour impossible. Camille continua à travailler, mais elle n'était plus seulement femme de ménage. Antoine lui demanda de restaurer quelques pièces anciennes du manoir, et Camille découvrit qu'elle savait comment nettoyer l'huile de 300 ans sans l'abîmer. Elle savait quel vernis utiliser. Elle connaissait des techniques que seuls les restaurateurs les plus experts connaissaient et qu'elle n'avait jamais étudiées. Le soir, ils s'asseyaient ensemble dans le grenier. Ils lisaient le journal, page par page. Isabelle avait tout écrit, les 6 mois de séances de portraits, les conversations interdites, le moment où ils s'étaient touchés les mains pour la première fois, et la tragédie. La nuit du 15 septembre 1752, Isabelle et Antoine essayèrent de fuir. Mais le comte de Valois envoya des gardes. Ils les rattrapèrent à 3 kilomètres de Paris. Antoine s'interposa entre les gardes et Isabelle. Une balle lui traversa la poitrine. Isabelle écrivit « Il est mort dans mes bras ». Son dernier mot fut mon nom, sa dernière promesse. « Je reviendrai pour toi. Je te le jure sur mon âme ». Isabelle survécut 3 jours de plus. Le 18 septembre 1752, elle mourut de chagrin, dirent les médecins. Mais dans le journal, elle écrivit sa vérité. « Je ne peux pas vivre dans un monde où il n'existe pas. Mais s'il y a une autre vie, s'il existe la réincarnation, mon âme le reconnaîtra instantanément. J'attendrai 1000 vies si nécessaire. » Camille referma le journal. Des larmes tombèrent sur le cuir ancien. Antoine les essuya avec précaution et baisa son front. 2 semaines plus tard, le professeur Lemaire les appela. « Venez à mon bureau, j'ai les résultats. » Camille et Antoine arrivèrent ensemble, se tenant la main. Le professeur était grave, entouré de documents, d'analyses, de livres anciens. Il s'assit, les regarda et parla. « Je travaille comme historien depuis 40 ans. J'ai vu des faux, des fraudes élaborées, des inventions romanesques. » Camille sentit son cœur se serrer. « Mais ceci, » le professeur toucha le journal, « ceci n'est aucune de ces choses. » Il leva un document. Datation au carbone. Papier et encre, 1750 à 1755. Marge d'erreur, 3 ans. Cela correspond parfaitement. Il enleva un autre. Analyse calligraphique. L'écriture montre des caractéristiques d'éducation aristocratique française du XVIIIe siècle. Spécifiquement, style féminin de haute noblesse. Encore un autre. Sceau de cire, authentifié. Correspond à la famille Montaigne, documentée dans les archives nobiliaires de Paris. Et finalement, le professeur ouvrit un livre ancien. Registre paroissial des décès de 1752. Il pointa une entrée. 18 septembre 1752. Isabelle Marie de Montaigne et Sotomayor. Comtesse. 25 ans. Cause. Affliction du cœur. Il tourna la page. 15 septembre 1752. Antoine Louis de Valois. Peintre. 28 ans. Cause, blessure par balle. Antoine cessa de respirer. Le professeur continua.
J'ai trouvé plus. Un rapport de la garde du comte de Valois décrit comment ils ont poursuivi un couple en fuite. Une femme noble et un peintre. Le peintre est mort en la défendant. Il posa un autre document, testament d'Isabelle de Montaigne, daté du 16 septembre 1752. Un jour après la mort d'Antoine, elle légua toute sa fortune à l'Église, et une note, afin qu'il prît pour l'âme d'Antoine, le seul homme que j'ai aimé. Camille sanglota. Le professeur la regarda, les yeux humides. Et il y a plus. J'ai trouvé des inventaires du château des comtes de 1753. Un an après les décès, la liste mentionne plusieurs tableaux, incluant portrait de la comtesse Isabelle de Montaigne, auteur Antoine de Valois, 1750, et un autre, portrait inachevé du peintre Antoine de Valois, auteur lui-même, 1752. Antoine se leva. Ces tableaux, où sont-ils? Le professeur secoua la tête. Disparus. Selon les registres, ils ont été gardés dans le grenier du manoir sur ordre de la famille. Pour ne pas se souvenir de la honte, ils n'ont jamais été vendus, ils n'ont jamais été exposés, et probablement, le professeur regarda Antoine, probablement sont-ils encore dans ce manoir, quelque part. Camille et Antoine se regardèrent. Le professeur ferma ses documents et prononça alors les mots qui allaient tout changer. Ce journal est authentique. Isabelle de Montaigne a existé. Antoine de Valois a existé. Ils sont morts exactement comme le journal le décrit. Et les descriptions physiques qu'Isabelle a écrites, il regarda Camille. Considérant avec vous. Camille murmura. Alors, c'est réel. Tout est réel. Le professeur acquiesça. Je suis un homme de science. Je ne crois pas facilement au surnaturel. Mais ceci, il désigna les documents. Ceci défie toute explication rationnelle, à moins que nous n'acceptions l'impossible. Quoi? Demanda Antoine. Que les âmes existent, qu'elles transcendent la mort, et que vous deux... Le professeur prit une inspiration. Vous êtes déjà morts l'un pour l'autre il y a 275 ans. Silence absolu. Camille sentit le monde basculer. Antoine la soutint. Et le professeur dit la dernière vérité. Et si les tableaux sont encore dans le manoir, si vous les trouvez, alors vous aurez la preuve définitive. Parce qu'Isabelle a écrit dans le journal qu'Antoine a peint son visage la veille de sa fuite et qu'elle ne vieillirait jamais dans ce tableau, que leur amour resterait figé dans le temps. Antoine serra la main de Camille. Nous allons les trouver. Le professeur sourit, tristement. J'espère que oui. Parce que si ce que je crois est vrai, ces tableaux ne montreront pas seulement Isabelle et Antoine, ils vous montreront vous. Camille et Antoine quittèrent le bureau du professeur en silence. Dans la voiture, aucun ne parla pendant 10 minutes, jusqu'à ce qu'Antoine arrête le véhicule sur le bord de la route et dit « Nous allons trouver ces tableaux. Aujourd'hui même, ils arrivèrent au manoir au crépuscule. Antoine réunit tous les employés qui connaissaient l'histoire de la maison, le majordome âgé, qui y travaillait depuis 40 ans, la cuisinière, dont la grand-mère avait travaillé au manoir dans les années 50, et l'architecte qui avait fait la dernière rénovation en 2010. Il leur demanda « Avez-vous vu un mur factice, un espace caché, quelque chose qui n'ait pas de sens ?» Le majordome réfléchit « Il y a une pièce dans le grenier est, elle m'a toujours paru plus petite qu'elle ne devrait l'être. » L'architecte acquiesça. « C'est vrai, quand j'ai fait les mesures, cette pièce a 2 mètres de moins que ce qu'indique le plan original. » Camille sentit un frisson. Antoine courait déjà vers le grenier. Ils montèrent tous. Le majordome ouvrit la petite pièce. Elle était remplie de vieux meubles, de cartons, de poussière de décennies. L'architecte sortit les plans anciens, mesura. Ici, il désigna le mur est. Il devrait y avoir 2 mètres de plus. Antoine toucha le mur. Il sonnait creux. Il commença à enlever les meubles qui étaient appuyés contre. Camille l'aida. Et alors, derrière une lourde armoire du 19e siècle, il vit quelque chose. Une ligne. Une jointure presque invisible sur le papier peint ancien. Antoine passa les doigts dessus. C'est une porte. L'architecte examina. Il n'y a pas de poignée. Elle est scellée.
probablement depuis 200 ans ou plus. Nous devons l'ouvrir, dit Camille, la voix tremblante. Antoine acquiesça. Ils apportèrent des outils. Ils coupèrent le papier peint avec soin. En dessous, il y avait du bois ancien et un petit loquet rouillé. Antoine respira profondément et poussa. La porte résista, grinça et finit par céder. Un espace sombre s'ouvrit devant eux. Camille alluma une lampe de poche. Le faisceau de lumière révéla une petite pièce, sans fenêtre, secrète. Et sur le mur du fond, 2 tableaux recouverts de toile blanche ancienne. Antoine entra le premier, Camille le suivit. Ils s'arrêtèrent devant les tableaux. Aucun n'osait bouger les toiles, parce qu'il savait. Il savait que ce qui était dessous changerait tout à jamais. Camille tendit la main, tremblante, toucha la toile du tableau le plus grand et tira. La toile tomba au sol, dans un nuage de poussière. Et Camille cria, parce que là, dans ce tableau de 275 ans, peint en 1750, c'était elle. Elle ne lui ressemblait pas. Ce n'était pas quelqu'un de similaire. C'était elle, exactement elle. Le même visage, les mêmes yeux couleur miel. La même cicatrice fine sur le sourcil gauche, jusqu'à la façon de sourire. Ce sourire timide que Camille avait, tout était là. Sur la plaque dorée au pied du tableau, il était écrit « Isabelle Marie de Montaigne et Sotomayor, comtesse », peint par Antoine de Valois, année 1750. Antoine chancela. Camille ne pouvait cesser de se regarder dans un tableau peint 275 ans avant sa naissance. Et alors Antoine, avec des mains tremblantes, découvrit le 2e tableau, et ce fut son tour de ne plus pouvoir respirer, parce que là, il était lui, pas une ressemblance, pas une coïncidence. Lui, les mêmes yeux sombres, la même mâchoire forte, la même petite cicatrice sur le menton qu'il avait depuis l'enfance, jusqu'à la forme des mains, mains d'artiste, avait dit le journal. Et la plaque disait « Antoine de Valois-Ruiz, peintre, autoportrait inachevé, année 1752 ». Camille commença à pleurer. Antoine tomba à genoux, le majordome, l'architecte, la cuisinière. Tous restèrent en silence, regardant les tableaux, regardant Camille et Antoine, et voyant l'impossible. Camille s'agenouilla près d'Antoine, lui prit les mains et murmura « 275 ans. Nous avons attendu 275 ans. » Antoine la regarda, les yeux pleins de larmes, et dit ce que son âme savait depuis le premier jour où il l'avait vue. « Je t'ai reconnu, depuis le moment où tu es entré dans cette maison. Je ne savais pas pourquoi, mais mon âme, oui. » Camille toucha son visage. « Moi aussi. C'est pour ça que je suis resté. C'est pour ça que je n'ai pas pu partir. » Antoine la serra dans ses bras. Et là, dans cette pièce secrète, devant les tableaux qui prouvaient l'impossible, ils s'embrassèrent. Pas comme 2 personnes qui venaient de se rencontrer, mais comme 2 âmes qui s'étaient cherchées à travers les siècles et s'étaient finalement retrouvées. Le professeur Vega vint 2 jours après, il authentifia les tableaux, tous 2 originaux, tous 2 d'Antoine de Valois. Et quand il vit les visages dans les tableaux, et ensuite regarda Camille et Antoine, il enleva ses lunettes, et elle pleura. « En mes 40 ans, en tant qu'historien, dit-il, j'ai vu beaucoup de choses inexplicables. Mais ceci est la preuve que l'amour transcende la mort. » Les tableaux furent catalogués, documentés, et le professeur écrivit un article académique qui secoua la communauté scientifique. Réincarnation, preuve tangible dans le cas d'Isabelle de Montaigne et Antoine de Valois. Certains le traitèrent de fou, d'autres de révolutionnaire, mais personne ne put réfuter les preuves. Si cette histoire vous touche au plus profond de votre âme, si vous sentez que vous aussi, vous avez aimé quelqu'un dans une autre vie, laissez-moi un commentaire. Je veux savoir que je ne suis pas seul face à cela. Et si vous le pouvez, activez le Super Thanks. Des histoires comme celle-ci ont besoin d'être racontées. Mais il restait encore quelque chose à résoudre, car Camille et Antoine avaient peur de répéter la tragédie. En 1752, ils avaient tenté d'être ensemble,
et était mort. Que se passerait-il s'il réessayait? Une nuit, 3 semaines après la découverte des tableaux, Camille se réveilla en larmes. Elle avait fait un cauchemar, une vision. Elle et Antoine en fuite, lui mourant dans ses bras. Encore, Antoine la serra contre lui. Tranquille, je suis là. Mais Camille tremblait. Et si le destin se répète? Et si nous essayons d'être ensemble et que quelque chose de terrible arrive? Antoine resta silencieux, car lui aussi avait pensé à la même chose. Il avait perdu sa femme il y a 3 ans, dans un accident. Et depuis, il avait juré de ne plus jamais aimer personne, car aimer, c'était perdre. Mais maintenant, il savait que son âme avait déjà aimé Camille, il y a 275 ans, et il l'avait perdue. Et les voilà, de nouveau. « J'ai peur », confessa Antoine, la voix brisée. « J'ai peur de te perdre encore. » Camille le regarda. « Moi aussi. »« Alors, que faisons-nous » demanda-t-il. Camille prit sa main, la plaça sur sa poitrine, sur son cœur. « Tu sens ça ?» Il bat. « Je suis vivante. Tu es vivant. Et cette fois, nous sommes libres. » En 1750, Isabelle était comtesse, promise à un duc. Elle ne pouvait pas choisir. Antoine était pauvre, il n'avait pas de pouvoir, ils avaient dû fuir, et le monde les avait tués. Mais maintenant, Camille serra sa main. Maintenant, personne ne nous poursuit, personne ne nous juge, nous sommes libres de nous aimer. Antoine déglutit. Mais, et si le destin? Camille l'interrompit. Le destin n'est pas une prison, c'est une promesse. Antoine a promis de revenir pour Isabelle, et il l'a fait, 275 ans plus tard. Tu es là. Antoine la regarda, les larmes aux yeux. Isabelle a promis d'attendre, et elle l'a fait. Camille sourit. Je suis là. Nous avons rempli nos promesses. Mais maintenant, nous devons choisir, répéter la tragédie par peur ou changer la fin. Comment changeons-nous la fin? Murmura Antoine. Camille l'embrassa. En restant, sans fuir, en affrontant la vie ensemble, comme nous n'avons pas pu le faire il y a 275 ans. Antoine ferma les yeux. Et alors, il dit ce que son cœur savait. En 1752, Antoine est mort pour Isabelle. Cette fois, je veux vivre pour toi. Camille pleura. Et moi, vivre avec toi, ne pas mourir de chagrin, mais vivre d'amour. Ils s'étreignirent. Et à ce moment-là, tous deux ressentirent quelque chose. Une paix. Comme si 2 âmes épuisées par des siècles d'attente se reposaient enfin. Antoine prit une décision. Le lendemain, il convoqua son conseil d'administration et renonça à la moitié de son empire. Il fit don de 6 de ses 12 hôtels à une fondation d'art et se consacra à ce qu'il avait toujours voulu faire, mais n'avait jamais osé, restaurer l'art, peindre, redevenir l'artiste qu'il était il y a 275 ans. Camille, quant à elle, cessa d'être seulement femme de ménage. Antoine lui offrit un poste, restauratrice en chef de la collection historique du Château des Comtes, et Camille accepta, car en touchant ces pièces anciennes, elle avait l'impression de toucher sa propre histoire. 6 mois plus tard, Antoine la demanda en mariage, non pas dans un restaurant luxueux, mais dans le grenier, devant le journal d'Isabelle, devant les tableaux. « Camille, dit-il, agenouillé, j'ai attendu 275 ans pour ce moment. En 1752, nous n'avons pas pu nous marier. Mais maintenant, si, veux-tu être ma femme, dans cette vie et dans toutes celles à venir ?» Camille pleura. Oui, 1000 fois oui. Ils se marièrent 3 mois plus tard. Dans la même chapelle où Isabelle et Antoine devaient se retrouver la nuit de la fuite, la chapelle qu'ils n'ont jamais vue ensemble en 1752, mais qui maintenant, en 2025, les voyait enfin. Le professeur Vega fut le témoin. La fille de Camille, Sophie, âgée de 5 ans, apporta les fleurs. Et au moment de la cérémonie, lorsque le prêtre demanda « Antoine, acceptez-vous Camille comme votre épouse ?» Antoine regarda Camille et dit « Je l'accepte, dans cette vie et dans chaque vie dont mon âme se souviendra. » Quand ce fut le tour de Camille, elle répondit « Je l'accepte, dans cette vie
et dans toutes celles que nous avons déjà vécues, et dans toutes celles que nous vivrons. » Ils s'embrassèrent, et Sophie, la petite fille de 5 ans, murmura à sa grand-mère, « Grand-maman, j'ai vu quelque chose. Qu'as-tu vu, mon amour ? » « J'ai vu maman avec une vieille robe blanche, et monsieur Antoine avec des vêtements de peintre, et ils s'embrassaient, mais c'était il y a longtemps, très longtemps. » La grand-mère regarda Camille. Camille regarda Antoine, et ils surent que même Sophie, la fille de Camille, et pouvaient voir ce que leurs âmes avaient vécu, car l'amour véritable ne se cache pas même du temps. Antoine et Camille emménagèrent ensemble au château des Comtes. Ils transformèrent le grenier en un atelier d'art, et là, entourés des tableaux de 1750, du journal d'Isabelle, de l'histoire qui les avait ramenés, ils peignaient ensemble. Camille découvrit qu'elle avait le talent d'Isabelle, Antoine redécouvrit celui d'Antoine, et ils créèrent de l'art, ensemble. Comme cela aurait dû être il y a 275 ans, le journal d'Isabelle fut donné au Musée national de Paris, avec une condition qu'il soit exposé à côté des tableaux, pour que le monde voie que l'amour ne meurt pas. Il attend seulement 5 ans plus tard, en 2030, un journaliste les interviewa. Il leur demanda « Croyez-vous vraiment que vous êtes Isabelle et Antoine réincarnés ?» Camille sourit, regarda Antoine, et Antoine répondit « Peu importe ce que nous croyons. Ce qui importe, c'est ce que nous savons. Et que savez-vous ?» demanda le journaliste. Camille prit la main d'Antoine, montra la marque de lune sur son poignet gauche. Antoine montra la sienne, identique. Nous savons que l'amour transcende, que les promesses sont tenues, et que lorsque 2 âmes sont destinées, rien, pas même la mort, ne peut les séparer pour toujours. Le journaliste écrivit un article. Il devint viral. Des millions de personnes le lurent. Et beaucoup commencèrent à se demander s'ils avaient eux aussi aimé avant, si leurs âmes se souvenaient aussi, si quelqu'un dans leur vie était en réalité quelqu'un que leur âme connaissait depuis des siècles. Camille et Antoine vécurent ensemble, non pas dans la tragédie, mais dans la paix qui ne vient qu'après avoir accompli une promesse de 275 ans. Antoine n'eut plus jamais peur de perdre Camille, car il savait que s'il la perdait dans cette vie, il la retrouverait dans la suivante. Et Camille ne se sentit plus jamais indigne de l'amour, parce qu'elle comprit que son âme n'avait pas de classe sociale, et que l'amour véritable ne se mesurait pas en argent, il se mesurait en vie. Chloé, la fille de Camille, grandit entourée d'art, d'histoire, et de la certitude que l'amour est éternel. Et quand elle eut 15 ans, elle demanda à sa mère « Maman, tu crois que moi aussi, j'ai vécu avant ?» Camille sourit. « Je ne sais pas, mon amour. Mais si c'est le cas, je suis sûre que ton âme te le dira. Quand le moment sera venu, » Chloé acquiesça. Et puis, elle dit quelque chose qui glaça le sang de Camille. « Maman, je rêve d'une jeune fille. Elle a mon âge. Mais elle porte des vêtements anciens, du XVIIIe siècle, ou quelque chose comme ça. Et elle me dit « À bientôt !» Camille serra sa fille dans ses bras. Et elle sut. Oh, que l'histoire ne se terminait pas avec elle et Antoine, que les âmes continuent, vie après vie, amour après amour, promesse après promesse. Si vous sentez que quelqu'un dans votre vie est plus qu'une coïncidence, si vous sentez que votre âme reconnaît quelqu'un que votre esprit vient de rencontrer, si vous sentez que l'amour est plus grand que le temps, laissez un commentaire, parce que vous n'êtes pas seul. Et si cette histoire a touché quelque chose de profond en vous, activez le Super Thanks. Les histoires d'amour éternel comme celle-ci ont besoin d'être écoutées. Le journal d'Isabelle de Montaigne se trouve toujours au musée du Louvre, à côté des 2 tableaux de Michel Laurent. Et chaque jour, des milliers de personnes passent devant eux. Ils regardent les visages d'Isabelle et Michel, et certains, très peu, reconnaissent quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer, mais qu'ils ressentent, parce que peut-être, eux aussi, ont des âmes qui se souviennent. Camille et Antoine sont toujours ensemble, peignant, aimant, vivant, et chaque 15 septembre, le jour où Michel est mort en 1752, ils allument une bougie, pas pour la mort,
mais pour la promesse que Michel a faite, je reviendrai pour toi, et qu'il a tenue 275 ans plus tard. La promesse qu'Isabelle a faite, je t'attendrai, et qu'elle a tenue dans chaque vie, jusqu'à ce qu'il revienne, parce que c'est ainsi que fonctionne l'amour véritable. Il ne se termine pas, il se transforme seulement, vie après vie, âme après âme, jusqu'à ce que finalement, comme Camille et Antoine, il se retrouve et n'a plus à fuir, juste à rester et à s'aimer pour toujours. Fin. Si jamais vous sentez que vous connaissez quelqu'un depuis toujours, même si vous venez de le rencontrer, si jamais vous sentez que votre cœur reconnaît quelque chose que votre esprit ne comprend pas, maintenant, vous savez pourquoi. Parce que les âmes n'oublient pas, elles attendent juste le moment parfait pour se souvenir. Laissez-moi un commentaire en me racontant votre histoire. Et si cette histoire vous a fait croire à l'amour éternel, activez le Super Thanks pour que je puisse continuer à partager des histoires qui prouvent que l'amour est plus fort que le temps.